Bienvenue sur Voyage en Égypte ancienne. Avant les pyramides, avant les hiéroglyphes, avant les pharaons eux-mêmes, il y a eu un monde oublié. Un monde de chasseurs, de cueilleurs, de premiers villageois. Un monde où le Nil n'était pas encore un dieu, mais une simple rivière sauvage. Où les lions rôdaient dans les hautes herbes, où les éléphants traversaient ce qui deviendrait plus tard les terres de Gizeh. Aujourd'hui, nous remontons le temps. 10 000 ans en laurière, à une époque où l'Égypte n'était pas encore l'Égypte, où l'homme n'avait pas encore inventé l'écriture, ni même l'agriculture. Préparez-vous, ce voyage ne ressemble à aucun autre, car avant les pharaons, il y avait la préhistoire égyptienne, et elle est bien plus fascinante que vous ne l'imaginez. Il y a 10 000 ans, nous sommes en 8000 avant Jésus-Christ. La dernière ère glaciaire vient de se terminer. Le monde se réchauffe. Les glaciers fondent. Les océans montent. Et en Afrique du Nord, quelque chose de magique se produit. Le Sahara n'est pas un désert. C'est une savane luxuriante. Des macs immenses brillent sous le soleil. Des rivières serpentent entre les collines. Des troupeaux d'antilopes, de girafes, d'éléphants, de rhinocéros et même des crocodiles et des hippopotames nagent dans des mares aujourd'hui asséchées. Oui, là où vous voyez aujourd'hui du sable brûlant, il y avait de l'eau, de la vie, de la verdure. Les peintures rupestres du Guilf Kébir, dans le sud-ouest égyptien, en témoignent. Elles montrent des hommes chassant à l'arc, des femmes dansant, des animaux aujourd'hui disparus de la région. Ces images, vieilles de 8000 à 10 000 ans, sont nos premières fenêtres sur ce monde perdu. Mais ce paradis ne durera pas. Entre 7000 et 5000 avant Jésus-Christ, le climat change à nouveau. La pluie devient rare, la végétation meurt, le désert avance. Et c'est là que tout bascule. L'homme, chassé par la sécheresse, se rapproche du seul endroit qui reste fertile, le Nil. Qui étaient ces premiers habitants du Nil? Pas des Égyptiens, pas encore. Ce sont des groupes nomades venus du Sahara, du Soudan, du Levant. Ils ne construisent pas de villes, pas de temples, pas de tombeaux, mais ils laissent des traces. À Nabta Playa, dans le désert de Nubie, des archéologues ont découvert un cercle de pierres vieux de 7000 ans. Un calendrier astronomique? Un lieu de culte? Certains y voient le premier observatoire du monde, aligné sur les étoiles bien avant Stonehenge. À Merimde Beni Salama, près du delta, vers 5000 avant Jésus-Christ, apparaissent les premiers villages permanents. Des huttes en roseau et en boue, des silos à grains, des outils en silex, des poteries décorées de motifs géométriques, les premiers signes d'une esthétique, d'une identité. Ces gens ne sont pas encore agriculteurs, ou à peine. Ils pêchent dans le Nil, ils chassent les gazelles, ils cueillent des baies, des tubercules, des lentilles sauvages. Mais petit à petit, ils apprennent. Ils domestiquent le blé et l'orge, venus du croissant fertile. Ils élèvent des moutons, des chèvres, importés de Palestine. Et ils commencent à se sédentariser, à construire, à stocker, à transmettre. C'est le début de la révolution néolithique en Égypte, le début de tout. Entre 4500 et 3100 avant Jésus-Christ, 3 grandes cultures vont façonner ce qui deviendra l'Égypte. La culture de Badari, la culture de Nakada 1, 2, 3, la culture de Madi. Commençons par Badari dans le Moyen-Égypte, vers 4400 avant Jésus-Christ. Ici, on enterre les morts en position fétale, la tête vers l'ouest, déjà une symbolique du couchant, de l'au-delà. On trouve des figurines féminines en ivoire, déesses, mères, symboles de fertilité, et surtout les premières palettes à phare. Oui, le maquillage en Égypte est plus ancien que les pyramides. Puis vient Nakada. D'abord Nakada 1, simple, modeste. Puis Nakada 2, explosion de créativité. Poterie peinte de bateaux, d'animaux, de scènes de chasse. Objets en cuivre, les premiers métaux travaillés. Sépultures plus riches, signe d'une société qui se hiérarchise. À Nakada 3, vers 3300 avant Jésus-Christ, tout s'accélère. Apparition des premiers signes d'écriture, pas encore des hiéroglyphes, mais des symboles gravés sur poterie, sceaux, étiquettes.
naissance des premiers centres de pouvoir, Hierakonpolis, Abydos, Nakada elle-même. Et surtout, les premières représentations de chefs ou rois, coiffés de la couronne blanche du sud. Pendant ce temps, au nord, à Madi, près du futur Caire, une autre culture prospère, plus tournée vers le commerce, avec la Palestine, avec la mer Rouge. On y trouve des outils en basalte, des silos souterrains, des maisons rectangulaires, signes d'une architecture plus avancée. Ces cultures ne sont pas isolées. Elles échangent, elles rivalisent, elles fusionnent. Et de ce creuset naîtra la civilisation égyptienne. Vers 3200 avant Jésus-Christ, quelque chose de nouveau apparaît. Le pouvoir centralisé, la guerre organisée, la symbolique royale. À Hierakonpolis, on découvre des tombes de chefs entourées d'objets de prestige, sceptres, massues cérémonielles, peaux de léopard. À Abydos, les tombes deviennent monumentales, les premiers palais de l'au-delà. Et puis, il y a la palette de Narmer, découverte en 1898, haute de 63 cm, en schiste. Elle montre un roi, coiffé de la couronne blanche du sud, frappant un ennemi du nord. De l'autre côté, il porte la couronne rouge du nord. Entre ses pieds, deux créatures félines entrelacées, symbole d'unification. Est-ce Narmer, le premier pharaon? Est-ce une allégorie? Une propagande? Un événement réel? Peu importe. Cette palette raconte une révolution politique, la naissance d'un État unifié, la fin des tribus, le début d'un empire. Désormais, il y a un roi de Haute et Basse-Égypte, un seul Dieu vivant, un seul système d'impôts, une seule armée, et surtout une seule identité égyptienne. C'est ici, vers 3100 avant Jésus-Christ, que commence officiellement l'histoire de l'Égypte pharaonique. Mais tout ce qui la précède, cette longue gestation de 5000 ans, c'est elle qui a rendu cela possible. Pourquoi revenir si loin dans le temps? Parce que l'Égypte pharaonique ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit de millénaires d'adaptation, d'innovation, de résilience. Ces premiers Égyptiens, car oui, on peut déjà les appeler ainsi, ont inventé la sédentarisation le long d'un fleuve, ont créé les premiers symboles de pouvoir divin, ont développé les premières techniques d'irrigation, ont posé les bases de la religion funéraire, croire en une vie après la mort. Sans eux, pas de Djéser, pas d'Imhotep, pas de Khéops, pas de Karnak, pas de Toutankhamon. Et puis, il y a une leçon plus profonde. L'Égypte ancienne est née d'un changement climatique, d'un désert qui avançait, d'hommes et de femmes qui ont dû s'adapter ou mourir. Leur réponse? S'unir, innover, construire. N'est-ce pas ce que nous devons faire, nous aussi, face aux défis d'aujourd'hui? L'histoire ne se répète pas, mais elle murmure des conseils. Écoutons-la. Nous avons parcouru 10 000 ans en 30 minutes. De la savane sauvage au premier État unifié du monde. De l'homme préhistorique au premier pharaon. Mais ce n'est que le début. La semaine prochaine, dans Voyage en Égypte ancienne, le Nil, berceau de la civilisation. Comment un fleuve a tout changé. Nous explorerons comment cette simple rivière est devenue un dieu et pourquoi sans elle, rien n'aurait été possible. Abonnez-vous, activez la cloche, car chaque semaine, nous remonterons un peu plus le temps, jusqu'à toucher l'aube de la civilisation. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, partagez-la avec un curieux d'histoire, et surtout, dites-moi en commentaire, quel aspect de la préhistoire égyptienne vous a le plus surpris? Merci d'avoir voyagé avec moi. À la semaine prochaine sur les rives du Nil.